French Boss, le podcast des entrepreneurs voyageurs. Éric Gendry. Bonjour à tous, on a au moins deux bonnes raisons de se réjouir de rencontrer notre French Boss de la semaine, qu'on va aller retrouver dans quelques secondes. Il s'appelle Michel Goer. Les deux raisons, c'est que la première, c'est qu'on va aller le retrouver dans une ville qu'on n'a jamais vue pour l'instant dans French Boss. Et la deuxième, eh bien, c'est que ça va nous donner l'occasion d'aller explorer un secteur qu'on n'a, là encore, jamais exploré. Michel Goer, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Éric, enchanté. Vous voyez, j'ai du mal à cacher ma satisfaction d'être avec vous parce que c'est vrai qu'on va avoir une conversation très, très intéressante et puis surtout assez différente probablement de celle qu'on a l'habitude d'avoir dans cette émission French Boss depuis quelques années. Michel, on va commencer par la photo qui est derrière moi, la ville de Cologne, la 4e ville d'Allemagne, plus d'1 million d'habitants. C'est votre ville. C'est la ville qui professionnellement est la plus importante pour vous aujourd'hui, ou du moins une des deux villes, vous allez m'expliquer, je pense. Exactement, alors vous avez absolument raison, c'est une des deux villes, parce que l'entreprise que nous avons créée avec mon partenaire Lucien est à cheval entre l'Angleterre et l'Allemagne, et donc l'Angleterre à Londres et l'Allemagne à Cologne. La raison pour laquelle on a choisi Cologne plutôt que d'autres grands centres comme peut-être Munich ou Berlin, qui sont peut-être plus connus, c'est parce que c'est un centre de l'assurance. C'est un des hubs, comme on dit, de l'assurance en Allemagne, où évidemment la plupart des talents qu'on cherche à recruter sont présents. Donc, vu que je travaille avec mes collègues dans le domaine de l'assurance, sont en particulier des actuaires ou des gestionnaires de la finance. Vous travaillez dans le secteur de l'assurance et dans un secteur qui est encore beaucoup plus pointu, qui est le secteur de la réassurance. Je suis sûr, Michel, qu'il y a beaucoup de gens, et peut-être même parmi ceux qui nous regardent, qui ne savent pas exactement, donc évidemment on va parler de vous, après on va parler de ce que vous avez fait, mais qui ne savent pas exactement ce qu'est la réassurance. Pourtant, c'est très simple, hein, ça tient en quelques mots. Alors, ça tient en quelques mots, mais vous avez raison, c'est quelque chose qui préoccupe peu les gens parce qu'ils n'y ont pas accès en tant que particulier. Mais la réassurance, c'est tout simplement l'assureur des assureurs. C'est une activité en fait qui permet aux compagnies d'assurance de céder les risques qu'elles ont accumulés au fur et à mesure des années, afin qu'aucun des risques qu'elles ont ou qu'elles portent puisse les mettre en faillite. Donc les exemples les plus connus, c'est par exemple les tours jumelles à New York. Quand on a en tant qu'assureur un building aussi important que les tours jumelles à New York, on ne va pas le garder en tant que risque tout seul en tant que compagnie d'assurance. On va chercher à trouver des partenaires qui vont prendre un petit morceau de ce risque pour diversifier son exposition. Et donc, quand malheureusement des événements comme les tours jumelles ou d'autres catastrophes naturelles, en parlant en particulier des cyclones ou des tsunamis, des tremblements de terre, qui sont toutes des catastrophes naturelles qui sont bien trop importantes pour une compagnie d'assurance, les compagnies d'assurance, elles cherchent elles-mêmes à s'assurer et elles font appel à des compagnies de réassurance qui sont généralement de taille très importante, avec énormément de capitaux, qui peuvent donc faire face à ce genre de sinistre. Et qui toutes ont au bout de leur nom le mot « ré ». C'est la raison pour laquelle votre société, on va en parler abondamment tout à l'heure, votre société s'appelle Balance Ré. Avant de parler de la société de Michel Goer, je voudrais qu'on parle un petit peu de Michel Goer lui-même. Racontez-moi votre histoire, votre parcours et qu'est-ce qui vous a amené vers ce secteur, Michel? Alors, j'aurais tendance à dire ce sont les gens, les hommes, mes rencontres, plutôt qu'autre chose. Mais si je suis un peu honnête avec moi-même, c'est aussi certainement un héritage familial. Que ce soit du côté de l'entrepreneuriat,
ou du côté de l'assurance, même si j'ai du mal à me l'avouer moi-même parce que je pensais que j'étais mon propre homme et que j'avais pris mes décisions par moi-même. Mon père travaillait dans l'assurance, mon oncle travaillait dans l'assurance et même mon grand-père travaillait dans l'assurance. En fait, toute la famille du côté paternel, enfin pas toute la famille, mais une grande partie du côté paternel, a travaillé dans ce domaine. Dans des postes très, très, très différents de ce que je fais aujourd'hui. Mais c'est un domaine qui ne m'était pas complètement étranger, même si ce n'était pas du tout ma spécialité au départ. Et donc, comme je vous disais, plutôt des hommes, plutôt des rencontres. Et on reviendra peut-être sur le côté entrepreneurial et sur l'autre côté de la famille. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, c'était effectivement une rencontre en particulier, donc la personne avec qui j'ai fondé l'entreprise, qui est un actuaire, donc un spécialiste de l'assurance, et avec qui j'ai eu une expérience professionnelle quand je travaillais encore dans la banque, et avec qui on a extrêmement bien travaillé sur différents projets, et avec qui j'étais en confiance pour me lancer. Donc, je dirais la principale raison, c'est cette rencontre, ainsi que plein d'autres rencontres tout au long de ma carrière professionnelle qui m'ont donné envie de me lancer. Vous venez de nous dire, Michel, que vous aviez travaillé dans la banque et aujourd'hui, je lis que le boulot de Balanceret, j'appelle ça le boulot, hein. Le boulot de Balanceret, c'est de gérer les interactions entre les risques d'assurance et les risques financiers. Donc déjà, il y avait une petite graine dans la tête de Michel Boer en matière de risques financiers. Complètement. En fait, le projet est intimement lié à mon expérience dans la banque. Parce que l'assurance, les risques d'assurance ou les risques que Balanceret couvre, ce sont des risques d'assurance vie. Or, comme la plupart des gens en France, mais pas forcément tout le monde le sait, l'assurance vie, c'est surtout un produit d'épargne dans lequel les gens mettent de l'argent de côté pour leur retraite. Et de par le fait qu'ils mettent de l'argent de côté pour une période qui est à venir dans très longtemps, cet argent doit être investi. Et à partir du moment où l'argent doit être investi, il y a des liens avec les marchés financiers, qui était ma spécialité au départ, mais pas que, parce que du coup, en fait, quand on met de l'argent de côté pour sa retraite, il y a des risques, ce qu'on appelle des risques assurantiels, soit malheureusement quand les gens n'arrivent pas jusqu'à l'âge de la retraite, et oui alors il faut payer une somme aux ayants droit, donc à la femme de l'assuré, à ses enfants, ou dans les cas qui sont plus positifs, les gens vivent plus longtemps qu'attendu. Et donc, on doit leur payer une retraite pendant une période assez longue, et le plus long possible, on espère, et ce qui s'appelle des risques de longévité. Et donc, les risques de longévité ou les risques de mortalité sont intimement liés aux risques financiers et à la façon dont l'argent qui a été mis de côté doit être investi. Et donc, c'est ça notre spécialité. Vous avez été dans la banque, vous êtes dans l'assurance en conservant une large partie financière dans votre quotidien professionnel. La question maintenant, c'est pourquoi être parti faire carrière à l'étranger? Ah, ça c'est une bonne question. Alors ça, dans vos secteurs, c'était plus facile. Il y avait plus de portes ouvertes, plus d'espace. Alors au tout début de ma carrière, c'était plutôt une question de choix entre faire un service militaire dans l'armée ou partir en coopération en Allemagne. Donc ça, c'était un choix qui était un choix personnel. Je préférais faire mon service dans un service civil. C'était encore dans les dernières années du service militaire. Mais ça avait été aussi motivé par le fait que j'avais fait une année d'échange en Autriche, dans un programme Erasmus, et que j'avais adoré vivre à l'étranger. Donc j'avais envie d'une nouvelle expérience à l'étranger après être rentré à Paris pour finir mes études. Je voulais absolument partir en coopération. Donc la première expérience à l'étranger, c'est donc été en Allemagne pendant un peu plus de 2 ans.
puis un retour sur Paris pour le même employeur, donc avec une opportunité je crois qu'on dit un CDI en France, hein, voilà, donc d'une position, voilà. Et après quelques années donc de retour chez cet employeur, qui n'existe plus aujourd'hui, c'était à l'époque la Caisse des dépôts et consignations, voilà, donc qui existe toujours mais qui ne fait plus ce que je fais, qui a cédé ses activités sur les marchés financiers. J'ai décidé donc de partir à Londres. C'était à un moment où la place financière de Londres était en train d'exploser et où littéralement elle attirait tous les jeunes banquiers européens. Et j'ai eu une opportunité de rejoindre une banque américaine à ce moment-là pour acquérir, on va dire, une nouvelle expérience chez un employeur très différent de la Caisse des dépôts et consignations, mais aussi pour repartir à l'étranger, qui était effectivement une expérience que j'adorais, que j'avais adoré, que ce soit en Autriche ou en Allemagne. Michel, vous avez parlé des gens qui ont fait naître la petite étincelle de passer de la banque à l'assurance. Racontez-moi quand cela s'est-il produit, quand s'est passé ce switch entre la banque et l'assurance, même si effectivement ce sont deux activités très très proches, du moins pour ce qui vous concerne. Alors ça s'est fait en plusieurs étapes. Tout d'abord, j'avais une vraie volonté entrepreneuriale depuis longtemps. Je vous ai brièvement dit que de côté maternel, il y avait donc cette graine aussi en moi. Donc mon grand-père était un immigré italien qui est arrivé en France pour fuir l'oppression de Mussolini. Et en tant que bon communiste, il a créé son propre entreprise. Exactement. Et donc, il avait créé cette entreprise qui a donc été transmise ensuite à mon oncle, dans laquelle j'ai travaillé pendant l'été, une entreprise de bâtiment, qui depuis d'ailleurs a été cédée. Mais c'était effectivement une entreprise qui a marché pendant un certain nombre de décennies dans la région de Nantes, et qui m'avait donné envie de me lancer un jour. Ensuite, dans mes différents postes dans les banques, j'étais dans des rôles qui étaient finalement assez, je crois qu'on appelle intrapreneurial, ou je ne sais plus comment on appelle ça maintenant en français, où en fait les gens font de la création d'entreprise à l'intérieur d'une entreprise. C'est-à-dire que j'avais des rôles de développement de projets ou de développement de business, et qui me satisfaisaient à cette époque-là. Dans le but de créer de la diversification, j'imagine, pour l'entreprise. C'est ça, exactement. Et créer des nouveaux produits ou des nouveaux marchés. Ah ouais. Et ensuite, quand j'ai rejoint mon dernier employeur, qui était un très grand employeur, une très grande banque, ce rôle de création de projets. Cette très grande banque, elle n'avait pas de nom, Michel ? Si, on peut la citer. Je ne sais pas si c'était autorisé de citer. Bien sûr. C'était la BNP. D'accord. BNP Paribas, qui est évidemment un énorme mastodonte financier, et qui de par sa taille, laisse finalement un peu moins de place à cet entrepreneuriat, parce que évidemment pour pouvoir faire, en anglais on dit bouger la virgule, pour pouvoir avoir un impact suffisant, il faut que les projets soient très conséquents. Ce qui donc laisse moins de chance à ce genre de création de projet. J'ai quand même réussi à créer un projet à l'intérieur de la BNP sur la fin de ma carrière chez eux, qui d'ailleurs, je le crois, a été par la suite une très belle réussite. Mais l'attirance pour un projet qui m'appartenait à moi et à mon collègue a été la plus forte. Et Michel Goher devint entrepreneur. Exactement. Racontez-moi les débuts.
Alors, les débuts, c'était encore une fois très lié à des rencontres précédentes. C'est-à-dire que l'ancien PDG de la banque qui m'avait amené à Londres venait lui-même de quitter sa position de dirigeant de banque. Donc la banque pour laquelle j'étais arrivé à Londres avait été rachetée pendant la crise financière, et lui-même était donc parti de cette banque pour devenir un des cadres dirigeants d'une banque française, d'une autre banque française. Il venait à peine de quitter cette banque française pour revenir sur Londres et s'associer chez un gestionnaire on appelle ça un gestionnaire d'actifs. Et vu que c'était également une personne en qui j'avais beaucoup confiance, qui m'avait prouvé pendant la crise financière, on va dire son côté de gentleman et de son côté très humain, c'est une personne que j'ai recontactée avec l'idée de ce projet. Et je vous avoue, c'était assez intéressé puisque je me demandais si on pouvait éventuellement penser à un partenariat, s'associer, sachant que lui-même s'associait avec un grand nom allemand qui est le marché qui était déjà au départ notre priorité, un monsieur qui s'appelle Roland Berger, qui a fondé un cabinet de stratégie, de conseil en stratégie, qui est de notoriété mondiale et qui est le plus grand cabinet de consulting allemand, et qui aurait été donc pour nous un partenaire idéal. Cette conversation, encore une fois, s'est très bien passée, et donc nous avons commencé juste après à travailler dans ses bureaux, donc sans salaire évidemment, mais il nous a mis à disposition des locaux à Londres, à Londres, tout à fait, pour qu'on puisse s'installer, mûrir le projet et le rendre attractif, que ce soit pour des investisseurs et aussi pour des clients. Mais si je puis dire, le verre était déjà dans le fruit. Vous créiez votre société à Londres, mais déjà en vous associant avec des personnes qui étaient en Allemagne, déjà, quelque part dans leur compte. Est-ce que, dès le départ, vous avez eu cette idée que ça allait grandir et peut-être même se terminer en Allemagne? Absolument. Alors, peut-être que j'aurais dû le mentionner, mais donc je parle allemand, donc à la fois par cette expérience en Autriche pendant mes études, mais aussi parce que je l'ai appris et mes parents m'ont envoyé en Allemagne pendant tous mes étés. Et donc, quand la question de la coopération s'est posée, le poste que j'avais réussi à trouver était donc à Francfort, où j'y ai passé 2 ans supplémentaires. Et quand je suis rentré sur Paris, c'était pour couvrir les pays germanophones et donc m'occuper de la clientèle germanique, que ce soit l'Allemagne, l'Autriche, etc. Donc, le business plan, l'idée de cette compagnie de réassurance était en particulier pour résoudre un problème qui était majoritairement un problème pour les compagnies d'assurance germanophones, donc germaniques, et donc les compagnies d'assurance en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Donc le verre était dans le fruit, comme vous dites, parce que c'était dès le départ la clientèle que l'on voulait atteindre. Et donc pour que les Allemands nous fassent confiance, le mieux c'était de s'installer en Allemagne. Michel, août 2021, c'était il y a quoi? Il y a quelques mois, on va dire. Ouais. Levée de fonds de 10 millions de dollars, avec deux groupes, tous les deux spécialisés dans l'aide aux entreprises, 2 groupes qui viennent de pays différents. Racontez-moi cette levée de fonds. Était-elle indispensable? Et qu'est-ce que vous en faites? Alors absolument indispensable, parce que la réassurance étant un domaine réglementé, une entreprise financière,
nous avons besoin de fonds propres dont la taille est calculée en suivant un certain nombre de règles. Et donc le montant de capitaux dont nous avons besoin avait été défini au préalable par le régulateur. Donc sans capital, pas de licence. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui n'est pas courant pour donc les investisseurs dans des startups, donc dans des entreprises relativement récentes, car généralement ces fonds préfèrent que l'argent soit déployé, investi de manière productive. Et quand on dit productive, c'est généralement donc des campagnes de publicité ou des développements de technologie, etc. Donc une partie de la levée de fonds sert de manière classique payer des salaires, des campagnes marketing, le développement de notre technologie, qui est donc à la base de notre entreprise, mais aussi une partie de cet argent, qui n'est assez conséquente, c'est du capital qu'on appelle du capital réglementaire, qui doit rester sur un compte en banque et ne pas être touché. Et donc ça, c'est quelque chose qui est généralement pas forcément la tasse de thé, on va dire, des investisseurs dans les startups. Et donc, les investisseurs qui nous ont fait confiance sont des gens qui pensent un peu différemment et qui regardent donc des modèles d'entreprise qui sont un peu en dehors des sentiers battus. Et donc, c'est un investisseur anglais qui s'appelle Antemis, qui est spécialisé dans les domaines financiers et en particulier la technologie de l'assurance. Donc, un des actifs dans lesquels ils ont investi, c'est la technologie qu'on a développée depuis juillet 2014 avec mon collègue et les autres collègues qui nous ont rejoints. Et le deuxième investisseur, c'est un investisseur japonais qui s'appelle Global Brain, qui est en particulier le fonds d'investissement qui s'occupe des investissements technologiques pour Sony Financial Corp. Donc aussi donc là plus de la technologie, des investissements technologiques, mais dans le domaine financier. Michel, je voudrais essayer de comprendre, est-ce qu'il y aura un moyen d'expliquer de manière très simple qu'est-ce que la technologie, de quelle manière la technologie intervient-elle dans l'assurance? Je sais que c'est le cœur de cible de votre entreprise, c'est votre force, c'est votre richesse. Alors c'est effectivement pas quelque chose de commun, on va dire, dans le domaine de l'assurance ou de la réassurance. Il y a toujours une certaine technologie, évidemment, dans toutes les compagnies d'assurance, mais finalement peu dans la réassurance, où c'est plutôt la taille qui compte. Hein. On l'a mentionné tout à l'heure, il faut des gros montants de capitaux. Alors évidemment, il y a des gens qui connaissent très bien les risques et qui savent très bien dire avec quelle probabilité ces risques vont arriver, mais peu finalement dans le domaine de l'assurance vie. Parce que ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les interactions entre les marchés financiers et les risques de la vie. Et ces interactions-là, pour bien les comprendre, vu que les marchés financiers bougent de manière constante tout le temps, il faut avoir la capacité de calculer en temps réel l'évolution des risques et de ces interactions entre les risques financiers et les risques d'assurance. Donc, pour prendre un exemple simple, si vous avez un changement dans les marchés financiers qui veulent dire que vos investissements vont vous rapporter plus ou moins, mais qu'en même temps, la personne dont on parlait tout à l'heure va vivre plus longtemps, ça va avoir un effet sur la manière dont vous allez investir vos actifs. Et ça, il faut le faire et l'ajuster en temps réel de manière constante. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui. La capacité de bien calculer, c'est la manière dont on doit investir pour rester au plus près de ces risques. Et c'est ce qui nous permet d'être plus efficaces que nos concurrents. Et voilà, j'ai lu pas mal de choses sur vous, Michel, et puis sur Balance Ré. Effectivement, j'ai lu qu'effectivement votre force c'était d'être aussi bien un spécialiste de l'assurance que de la technologie. Ça, c'est votre force. Vous venez de nous le confirmer. Et puis j'ai lu aussi que parmi les actionnaires qui vous ont rejoint, les gens qui ont investi dans la société,
il y en avait qui avaient des termes très, très ambitieux pour vous. Je cite, Balanceret va révolutionner le marché de l'assurance vie. Rien que ça? Écoutez, c'est tout le mal qu'on se souhaite. Oui. D'une certaine manière, c'est possible parce que effectivement, les grands noms dont vous avez parlé tout à l'heure, les Mulicré, mais aussi donc les Hannoverais ou donc les SCOR en France, qui sont aussi des grands noms de la réassurance, ne se focalisent que sur les risques de la vie. Donc, ce dont on a parlé tout à l'heure, la longévité, la mortalité. Et ce qui veut dire que les compagnies d'assurance aujourd'hui sont toutes seules pour faire face en fait aux risques dont on parle, donc ces interactions qui sont très complexes. Et ce qui veut dire que ça les limite aussi dans ce qu'elles sont capables aujourd'hui d'offrir à leurs clients. Or, on a une population vieillissante en Europe, mais pas que en Europe, hein, et c'est d'ailleurs aussi pourquoi Global Brain, qui est donc un fonds japonais, est intéressé. C'est la même chose au Japon, en Asie en général, et aux États-Unis. Dans cette population vieillissante, a besoin de planifier sa retraite. Donc évidemment, dans un système par répartition en France, le besoin est peut-être moins important, mais bon, il y a quand même beaucoup de gens qui disent qu'il faut une retraite complémentaire, essayer de mettre un petit peu d'argent de côté régulièrement pour avoir suffisamment d'argent pendant sa retraite. Et la tendance, on va dire, vu que les compagnies d'assurance n'avaient pas cette capacité de gérer les risques et ces interactions entre les risques financiers et les risques assurantiels, c'était en fait de dire, eh bien écoutez, nous, en tant que compagnie d'assurance, on vous laisse faire vos propres choix d'investissement et c'est vous qui devez vous-même choisir, est-ce que vous voulez être investi dans des actions, ou est-ce que vous êtes investir dans la dette des États, et finalement, vous laisse choisir et vous laisse le risque. On pense que c'est quelque chose qui est relativement compliqué pour tout un chacun de prendre ce genre de décision, et que le rôle de l'assurance, c'est aussi de mutualiser ce genre de choses. Donc de prendre en fait en charge ces investissements, et aussi de garantir d'une certaine manière des rendements. Et de dire qu'effectivement, voilà, votre capital est garanti, et peut-être même à terme de pouvoir revenir aux produits qu'on avait dans les années 80-90, où on ne faisait pas que de garantir le capital, mais aussi on garantissait un rendement minimum. De dire, voilà, votre argent, on vous le garantit, vous le donnera au moins un certain rendement. Et ça, c'est quelque chose qui a complètement disparu, parce que c'est devenu de plus en plus compliqué à gérer. Et on pense qu'on peut, effectivement, avec la technologie qu'on a développée, aider les compagnies d'assurance à pouvoir réoffrir ce genre de produits, ce qui peut aider donc les clients de nos clients à mieux préparer leur retraite. Bon, Michel, on arrive au terme de cette émission. Pour rien vous cacher, on a déjà un petit peu débordé, mais on ne peut pas vous quitter sans vous poser la question de savoir où en est aujourd'hui votre société Balanceret par rapport à l'idée que vous en faisiez quand vous l'avez créée. Où en êtes-vous? Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous avez eu des bonnes surprises, des mauvaises surprises? Alors, j'aimerais vous dire que c'était que des bonnes surprises. C'est pas loin de la vérité, mais s'il y a quelque chose qui était plus dur qu'attendu, c'était effectivement le temps que ça nous a pris pour arriver en fait à cette fameuse licence de réassurance. Et effectivement, j'utilise souvent cette expression. On a monté la face nord de l'Himalaya. Et il y a de bonnes raisons, hein, c'est qu'effectivement c'est une industrie très réglementée qui fait peu la place donc à des nouvelles pousses, et où les barrières à l'entrée sont très, très hautes, mais j'avais sous-estimé à quel point la barrière était haute, ce qui explique effectivement le fait qu'il a fallu avoir une longue haleine. Enfin, c'était un projet de longue haleine, plus longue haleine que ce que je pensais au départ. Maintenant, les succès sont de plus en plus au rendez-vous, que ce soit la levée de fonds, la licence, et puis maintenant les conversations avec nos clients qui confirment que les besoins sont bien ceux qu'on avait attendus, et donc qui nous laissent espérer une première transaction avec des clients très rapidement.
Voilà, je m'adresse à ceux qui ont suivi cette émission. On vous avait promis effectivement de parler d'un secteur différent, de vous présenter un profil d'entrepreneur différent. Je pense que aucun d'entre vous n'a dû être déçu en découvrant la personnalité et le parcours de Michel Goher. Merci Michel d'avoir été avec nous tout au long de cette émission. Vous nous avez appris plein de trucs, hein. Vous nous avez appris plein de trucs. Oui, je sais pas si je vous ai appris beaucoup de choses, mais c'est un plaisir d'échanger sur un domaine qui effectivement est assez méconnu, mais qui est quand même très intéressant. Donc, si des personnes découvrent ce milieu et sont intéressées pour me contacter, n'hésitez pas. Vous trouverez mes coordonnées sur le site internet de Balancerai. Voilà. Et on va mettre les coordonnées du site internet de Balancerai sur le site internet de French Morning. Merci Michel. Bonne continuation. Bonne continuation à Cologne. Il y a beaucoup d'étrangers, hein. 20% de la population est étrangère à Cologne. Hein. Alors, j'ai appris récemment, et je ne le savais pas avant qu'on installe la société, Thomas Pesquet s'entraîne à Cologne, s'entraînait à Cologne, parce qu'il y a le Centre européen d'aéronautique. Je n'ai pas encore eu la chance de le rencontrer, mais j'espère que ce sera assez rapidement. Bon, Michel, on est en train de déborder. Il va falloir qu'on se quitte. On a été ravis d'être avec vous. Merci et bonne continuation. Au revoir.